Marc Poussely, bonjour. Bonjour. Alors Marc Poussely, vous êtes consultant indépendant, mais vous êtes surtout un spécialiste de prospective, mais aussi un spécialiste de management des organisations. Vous êtes d'ailleurs chercheur associé au laboratoire en prospective et stratégie du CNAM. Vous avez publié récemment un article sur prospective et action publique qui a été publié dans la revue L'économie politique, mais aussi dans cet ouvrage que j'ai sous les yeux qui s'appelle La prospective stratégique en action. Alors la question que vous posez dans cet article, c'est finalement pourquoi l'État ne parvient pas à penser le temps long. Et vous donnez un premier élément de réponse que je vais vous demander de commenter, c'est la réticence des dirigeants à accepter que l'avenir n'est pas écrit d'avance. Oui. La question qui est posée, c'est comment l'État peut-il penser et agir dans le temps long? On lui reproche toujours, d'ailleurs, de négliger le temps long depuis des années, d'être toujours à la course des électeurs, à la course des Oui, alors il y a les rythmes électoraux qui mettent l'État sur le temps court sans arrêt. Toujours sur le court. Alors, en fait, quand un candidat à la présidence ou ailleurs fait son programme électoral, il a un certain nombre d'actions qui engagent le temps long. Souvent qu'il traduit d'ailleurs par des promesses électorales. Mais on a l'impression, en regardant agir par la suite, dans les mois et les années qui suivent l'élection, on a l'impression qu'une fois qu'il a fixé les objectifs, une fois qu'il a fait les promesses, eh bien, il a un boulevard devant lui et il n'a plus qu'à attendre que ça vienne, quoi. Alors qu'en fait, à partir du moment où il s'engage dans une action et qu'il fait une promesse, ça veut dire quand même qu'il va avantager un certain nombre de gens, désavantager d'autres. Et tout autour de lui, des stratégies vont se mettre en place, des stratégies des autres acteurs. Tout autour de lui, l'environnement va bouger, l'environnement économique sur lequel il a une prise limitée, l'environnement géostratégique, géopolitique, les réactions des autres États. Et ça, donc il y a des enjeux stratégiques, voilà, des rapports de force qui se mettent en place. Voilà, qui n'a pas prévu au départ, qu'on a l'impression qu'il n'a pas prévu. Et l'avenir n'est pas écrit. D'ailleurs, cet avenir va jouer de la résultante de ce jeu d'acteurs. Et par conséquent, on va avoir l'impression que les actions qu'il va lancer vont être en partie en fonction de cet objectif à long terme qu'il a fixé, en partie, en grande partie, en réaction à tous ces mouvements de l'environnement, à toutes ces actions des autres acteurs. Et ça va donner une impression donc, de brouillard, d'anarchie dans les actions, etc. Et de perte, en fait, de ces finalités de temps long qui avaient été annoncées au départ. Oui, alors on est donc dans la dictature du court terme, qui est concrétisée d'ailleurs par le budget voté annuellement, qui est le débat qui devient essentiel. Autrefois, nous avions la planification à moyen terme, mais cette planification à moyen terme, elle a disparu. Quel pourrait être l'apport des méthodes prospectives pour l'État? Alors, le budget, bon, on peut considérer que c'est nécessaire, même si un certain nombre d'actions méritent d'avoir des budgets pluriannuels et pas seulement annuels, ce qui se fait d'ailleurs aujourd'hui maintenant. Mais la prospective, eh bien, elle lui sert à garder le cap de cette finalité de long terme dont je parlais tout à l'heure. On est bien d'accord, la prospective, c'est au-delà de l'horizon qu'on appelait autrefois du plan. Voilà, voilà. La prospective, donc, c'est un horizon qui est un horizon lointain, qui dépasse donc les actions de court terme, qui dépasse le budget, qui dépasse souvent les 3 à 5 ans. C'est un objectif qui va entraîner des investissements relativement longs. Quand on pense par exemple à l'énergie, regardez la durée de vie d'une centrale nucléaire, par exemple. Quand on pense énergie, il faut penser à plus de 40 ans. Oui, quand on est dans le domaine spatial, on pense à 15 ans, 20 ans, 30 ans. Voilà. Bon, alors c'est ça. Alors la prospective, ensuite, c'est pas seulement... L'État a mené d'ailleurs autrefois des actions à 20 ans ou à 30 ans, dans les exemples, dans le nucléaire, dans le spatial, dans l'aéronautique, ce qu'il ne fait plus aujourd'hui. Voilà. Alors, la prospective, donc, telle que nous on l'entend, c'est prendre ces actions de long terme, bien sûr, et réussir à décider aujourd'hui, pour aujourd'hui, pour demain, en fonction de ce long terme, mais en ayant un certain état d'esprit. Cet état d'esprit, c'est d'abord une vision qui est une vision globale. Qu'est-ce que c'est qu'une vision globale? Ça veut dire qu'on
on cherche à ne pas se limiter à un sujet déterminé. Aujourd'hui, on a plus de 20 ministres, chacun avec son petit département, et puis c'est un peu comme la médecine, voilà. On découpe tout en petits morceaux. Voilà, il rame dans son... Et personne n'a la vision, n'assure la cohérence globale. Il rame dans son couloir, et quand il y a trop de ministres, ou que le Premier ministre ne réussit pas à les coordonner, ça donne un bazar monstrueux, quoi. Donc, la prospective, c'est d'abord une vision globale. Assurer la cohérence de l'ensemble des projets. Voilà. Avoir une vision déjà de l'ensemble, hein, pour que chaque projet se positionne par rapport aux autres. Hein. Ne serait-ce que pour les budgets. Quand il faut mettre de l'argent quelque part, souvent il faut choisir. Soit on le met à droite, soit on le met à gauche, mais on ne peut pas faire les deux. Ensuite, c'est avoir une vision systémique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vision systémique? C'est une vision qui s'intéresse avant tout aux relations entre les phénomènes et entre les acteurs. Ne pas croire qu'à partir du moment où on décide, par exemple, qu'on va mettre, je ne sais pas, moi, prenons un exemple stupide, une taxation sur les salaires supérieurs à 1 million, hein, les entreprises vont rester inertes. Il ne faut pas croire que toutes les entreprises qui versent des salaires supérieurs toute action entraîne une réaction. Voilà. Dans les 3 jours qui suivent, les entreprises réunissent une petite cellule avec 2 juristes, 2 fiscalistes, et puis ils voient comment ils peuvent s'en débrouiller. Donc en ayant vision de tous ces systèmes, de leurs interrelations, des effets de rétroaction qu'on peut probabiliser, on va construire un scénario. C'est ça que vous voulez dire. On va surtout construire un système qu'on va sans doute faire sous la forme d'un scénario, qu'on va traduire par un scénario, mais surtout, ça permet d'avoir des actions qui sont des actions qui peuvent s'enchaîner de façon relativement cohérente, puisqu'on sait où on se situe, on sait qu'on tient compte des évolutions de l'environnement, on tient compte des actions et des réactions des autres acteurs, et qu'on est toujours à peu près dans la ligne des finalités qu'on avait fixées au départ. Mais néanmoins, le problème des pouvoirs publics, c'est tout de même de décider. Hein. Oui. Décider dans ce que beaucoup et vous-même appelez le brouillard de l'avenir, c'est-à-dire en faisant face à l'incertitude, parfois incertitude totale. Alors comment la méthode prospective peut aider les pouvoirs publics, l'État, à décider? Alors, je reviendrai sur votre première phrase pratiquement. Hein. L'avenir est ouvert. Hein. Tous les avenirs sont possibles. Donc c'est la volonté qui doit s'exprimer. Et alors, pas seulement. Hein. L'avenir est ouvert, ça veut dire que l'incertitude est partout. Hein. On ne sait pas comment l'environnement va tourner. Qui pouvait dire il y a 3 mois que la Russie envahirait la Crimée? Qui pouvait dire il y a 6 mois que la République centrafricaine serait dans un état terrifiant? Alors la République centrafricaine, c'est un peu loin, mais la Russie, c'est du gaz, par exemple. Hein. Aujourd'hui, si on essaye de faire une prospective de l'énergie en France, on est bien forcé d'en tenir compte, de l'attitude de la Russie. Alors, l'avenir étant ouvert, bien des événements étant possibles, il faut d'abord se dire qu'on ne réussira pas à supprimer l'incertitude. On ne peut pas l'effacer. Mais ce qu'on peut faire, on peut la baliser. Hein. C'est-à-dire travailler sur un certain nombre d'hypothèses, hein, voir comment va évoluer, si on travaille à 15 ans par exemple, dans les 15 ans qui viennent, comment peut évoluer l'économie, comment peut évoluer la démographie française par exemple, ou la démographie européenne, comment peuvent évoluer un certain nombre de pays qui sont des partenaires proches. Et avec les hypothèses qu'on construit sur tout ce qui entre en ligne de compte, sur la décision qu'on veut prendre, sur cet événement à 15 ans qu'on étudie, on va essayer effectivement de construire des scénarios. Oui, mais alors, vous dites vous-même que même lorsque l'État ou les pouvoirs publics ont une réflexion à long terme, une analyse prospective, vous dites vous-même que la décision finale est souvent catastrophique. Alors, elle est catastrophique parce qu'elle n'est pas prise dans un esprit prospectif, en fait. Hein. Si on fait des scénarios, pourquoi on fait des scénarios? On fait des scénarios d'abord parce que toutes ces hypothèses dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, on va essayer de les articuler de façon à avoir des cheminements entre aujourd'hui et puis l'événement à 15 ans sur lequel on est en train de travailler, qui soient des cheminements cohérents. Qui ne soient pas n'importe quoi, qui ne soient pas des événements qui entraînent des actions qui s'excluent les unes des autres. Prenons quelque chose d'assez simple. Le président de la République, par exemple, décide,
fixe comme objectif à l'industrie française, qui est en piteux état, de monter en gamme. Bon, belle ambition, pourquoi pas? Et puis, derrière, à partir du moment où on a des très gros problèmes d'emploi, on va favoriser les basses qualifications, les emplois peu qualifiés. Alors, est-ce que ça, c'est cohérent? Est-ce que c'est cohérent d'avoir une ambition de monter en gamme, et en particulier avec tous les secteurs de haute technologie, puisque monter en gamme, c'est souvent ça, que ce soit dans n'importe quel secteur. Finalement, la conclusion de votre article, c'est de dire, finalement, un des éléments qui manque à l'action prospective de l'État, c'est le courage politique. Ah bah ça c'est tout à fait évident, parce que l'action de long terme, c'est une action qu'on pourrait qualifier en termes d'entreprise d'investissement. Qu'est-ce que c'est qu'un investissement? Bah, c'est prendre de l'argent qu'on a à peu près à disposition, en emprunter un peu plus, et puis mettre ça sur des équipements d'avenir, sur de la recherche et développement, etc. Ça veut dire qu'on se retire de l'argent pour tout de suite, et pour un but, pour un équipement, pour de la recherche et développement, qui ne rapportera que dans 7 ans, 8 ans, 10 ans. Et qui ne sera pas rentable politiquement. Voilà, et qui ne sera pas rentable. Alors, placé devant ce problème, bon, le chef d'entreprise fait ses choix. Les gouvernements ont beaucoup de mal à les faire. Et il y a une parole que j'aime bien là, de l'ancien Premier ministre du Luxembourg, Jean-Claude Juncker, qui disait mais tout le monde sait ce qu'il faut faire. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment être réélu si on le fait. Eh bien, je crois que c'est sur cette parole que nous allons nous quitter. Marc Mousselich, je vous remercie. Merci de votre accueil.